Mon métier au Bergem, c'est de travailler sur le développement de codes de calcul de la submersion marine en particulier. Donc, c'est des applications assez concrètes sur des domaines allant de la prévention, c'est-à-dire déterminer les zones sur lesquelles on pourra construire ou il ne faut pas construire, pour les questions aussi d'adaptation, notamment avec le changement climatique et l'élévation du niveau de l'eau qui peut être induite. Est-ce qu'il y a des moyens pour s'adapter ou pas, ou est-ce qu'il faut reculer? Et un troisième volet, c'est tout ce qui est actuellement, tout ce qui est prévision et gestion de crise. Donc j'ai un rôle je suis à l'interface entre des organismes qui font, c'est leur métier, ils font du code pur et dur, et des organismes qui vont exploiter les données qu'on peut fournir. Donc nous, on est vraiment, on pourrait cataloguer ça de vraiment recherche très appliquée pour des besoins très spécifiques. Donc, je disais comme la submersion marine. Et ma particularité, c'est que je travaille à la submersion marine pour des événements marquants. Les événements marquants, ça veut dire, par exemple, submersion marine générée par les tsunamis, par les cyclones et les tempêtes, évidemment. Donc, de ce fait, je travaille un peu sur tous les côtes, donc déjà françaises, des tom-tom évidemment, mais aussi des côtes comme le Japon, par exemple, pour le dernier tsunami qui est arrivé. C'est quelque chose qui est très présent dans ce qu'on peut faire au Bergem, parce qu'on est en contact avec des communes, avec des maires qui ont des projets, par exemple, de développement, urbanistique ou autre, parce qu'il faudrait un développement de l'économie locale, par exemple. On est aussi en contact avec les ministères qui veulent adopter des stratégies de gestion intégrée des zones côtières, donc ils ont une autre vision. Et nous, on doit parler à ces deux types de communautés, on va dire, faire le grand écart, et leur expliquer qu'il y a des choses qu'on peut faire dans notre territoire, et des choses que non, parce que finalement, en fait, une façon de les convaincre, c'est de leur parler du coût qu'il y aura, pas tout de suite, mais dans 5 ans, 10 ans, etc., qui ne sera pas supportable pour telle commune. Et de par là même, au ministère, on doit aller voir, leur dire écoutez, vous ne pouvez pas émettre des directives qui vont toucher tout le monde sans un minimum de dialogue avec les communes, par exemple, préfecture. Il faut qu'eux s'adaptent l'histoire du site qu'ils habitent, qu'ils sachent que c'est un endroit, par exemple, qui est risqué, qu'il y a eu des submersions passées, etc. Et donc, on a un grand effort, en fait, on fait un grand effort de tout ce qui est communication et appropriation de risque. C'est pour ça que les études qu'on fait, on les amène, on essaie d'être le plus transparent possible. En fait, on est transparent, donc le travail qu'on fait, avec quelles données on fait. Ça, c'est une partie de la transparence, la communication, la compréhension. On passe beaucoup de temps, en fait, des réunions pour des projets. On passe, le projet, c'est 30% de temps de réunion pour s'accorder avec les uns et les autres. Et d'ailleurs, en fait, aussi, on a un autre volet qui est la communication. Donc, grâce au calcul qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de plus en plus réaliste. Donc, on arrive à reproduire des événements passés de submersion quand, par exemple, on projette à la population pour voir ce qui s'est passé, pour raviver la mémoire et pour qu'ils disent « Ah oui », pour qu'il n'y ait plus le déni, pour qu'ils ne fassent plus l'autruche. Donc on a ce travail-là, en fait, d'aller voir en bas de l'échelle, on va dire, et en haut de l'échelle. On doit tenir un discours disant que ce n'est pas parce que c'est bien maintenant que ça ira demain, à cause des conséquences notamment du changement climatique. Et voilà, donc on doit mener ce discours-là.
Oui, donc j'ai déjà avec la recherche en fait. Ça se passe, en général, ça se passe bien parce on a défini des périmètres. Ces périmètres d'intervention, de recherche, justement, nous, on n'est pas là pour faire de la recherche fondamentale et on n'est pas sur une seule discipline. Donc on doit avoir, déjà dans notre travail, notre groupe de recherche, on va dire, c'est pluridisciplinaire. Donc il y a des mathématiciens, mécaniciens du fluide, des historiens, des géomorphologues, etc. Et on essaie d'aller voir les autres là où ils sont bons et de leur assurer. Et on a un rôle d'assemblier, en fait, de prendre des compétences de différents métiers. Et nous, c'est avec ça, essayer de répondre avec ces recherches plutôt fondamentales. Donc il faut être transparent aussi par rapport à eux, qu'ils sont en confiance, que ces relations bénéfiques pour les deux, donc à travers des thèses, des post-docs ou des stages, etc. Il n'y a pas de souci, on ne va pas voler les idées ou autre, au contraire, nous on est là pour que ça avance. Donc avec ça, justement, on va voir, on transmet tout ce savoir-là de façon à répondre à des questions concrètes sociétales, qui est tout simplement, est-ce qu'on peut construire à tel endroit ou pas? Si oui, ça va coûter combien? Ou voilà. Donc on a cette ambivalence en fait d'interface avec la recherche, donc que ce soit météo, que ce soit mathématique, physique par exemple, numérique, mais aussi on a beaucoup aussi des collaborations avec les sciences humaines et sociales, évidemment, pour tout ce qui est appropriation du risque, perception du risque. Et aussi, ce n'est pas notre métier, mais on essaie de voir, de travailler avec eux. Et on a aussi des coopérations avec des gens qui travaillent beaucoup sur la gestion de crise. C'est notre volet qu'on développe beaucoup en ce moment, vu les circonstances, parce qu'il y a pas mal quand même d'événements assez catastrophiques ces dernières années. Oui, en fait, justement, au mois de septembre, il y a eu une séquence d'ouragans qui ont touché, entre autres, les Antilles françaises, mais pas que. Hein, ça a pu remonter les îles comme la Jamaïque, Porto Rico, etc., et les côtes est des États-Unis. Et donc, ce qui est nouveau déjà, c'est il y avait la fréquence. Il y avait eu 3 en 3 semaines, très rapprochées et très intenses. Donc, on a dépassé les catégories 5 pour chacun d'eux. Donc, la force de l'ouragan s'est mesurée donc, en catégorie de 1 à 7. En fait, il y a une classification qui est liée à la vitesse du vent. Donc catégorie 5, c'est la pire catégorie. Quand on dépasse les vents soutenus pendant une minute supérieure à 210 km/h. Donc là, c'est vraiment catastrophique. Donc, et puis, par leur trajectoire, il y a des cyclones. Donc Irma, par exemple, qui a balayé les îles du Nord, donc Saint-Barthélemy, Saint-Martin. Et puis d'autres comme Malia, le dernier des ouragans qui a touché la Dominique, donc l'île de Dominique qui est au milieu entre, au nord il y a la Guadeloupe et au sud la Martinique. Donc c'est quelque chose qui ne se voit pas souvent, qui impactait directement les territoires français. Et c'est pourquoi les autorités de gestion de crise, donc une crise, ça se gère à différents niveaux. Ça se gère, on va dire, la partie qui est pilotée, par exemple, à Paris, qui est par le ministère de l'Intérieur, donc qui fait une cellule de crise, qui va recueillir, qui va donner des informations à des cellules de crise au niveau départemental ou communal. Donc on descend aux extrémités du territoire. Et tous ces acteurs-là qui gèrent la crise à différents échelons, c'était assez perdu en fait. Parce qu'on n'est pas prêt aujourd'hui au niveau de la prévision des impacts des cyclones aux Antilles, on est assez démunis. Pourquoi je dis ça?
simplement du fait qu'il y a plusieurs bassins cycloniques, donc, et le bassin des Caraïbes, par exemple, est géré par les États-Unis et donc par un organisme qui est à Miami. C'est eux qui ont les moyens d'observation, c'est eux qui envoient les avions, par exemple, au milieu de l'ouragan pour voir quelle est la vitesse et la pression minimale. C'est eux qui ont des modèles météorologiques assez complexes, 3D, pour suivre vraiment bien les trajectoires et faire des prévisions. Et donc l'organisme français qui doit gérer ça, c'est Météo France. Et eux, là, aux Caraïbes, ils ont un rôle plutôt, donc, ils reçoivent des informations des Américains, donc c'est la NOAA. Ils l'analysent. Ils ont aussi des moyens d'observation, donc avec des radars, en fait, qui ont une certaine portée, une 200 km en général, qui voient passer les cyclones, et donc ils peuvent améliorer la caractérisation des cyclones, donc la taille, comment il est creusé. Mais il n'y a pas vraiment de moyens de prévision. Donc ça, c'est un problème assez important, parce qu'on est très dépendant d'autres organismes. Ce n'est pas du tout la même chose, tout sur le bassin de l'océan Indien, par exemple, où c'est Météo France basé à La Réunion, qui a ce rôle-là de prévision, d'alerte, etc. Donc eux, ils ont d'autres moyens de calcul, etc. Donc là, on était en face des événements très puissants, pas de moyens de prévision, et avec des impacts locaux assez importants. Donc c'est pour ça que, et à l'échelle préfectorale et à l'échelle nationale, ils ont décidé de consulter comme ça tout naturellement le BRGM, parce qu'on travaille avec eux depuis fort longtemps sur des problèmes de submersion. On connaît bien les territoires en fait. On a des antennes du BRGM implantées. Donc on a fait pas mal d'études sur les cyclones, etc. Donc c'est un atout. On sait pour tel type de cyclone ou autre quels sont les impacts attendus. Et donc nous, pour cette gestion de crise qui s'est durée longtemps, on a fait un appui technique à cette gestion des crises à des intervalles réguliers. Donc on a regardé tout ce qui s'était produit par les organismes américains notamment, mais aussi européens, etc. pour faire une analyse et en fonction de ça, lancer ou pas des modélisations adaptées. Et faire une descente d'échelle pour voir quels étaient les endroits plus ou moins impactés, oui ou non, donc en termes de retour des vagues, de submersion, de l'élévation du plan d'eau, et voilà. Et ces données-là ont été transmises. Un point fort qu'on a aussi, c'est que comme on travaille aussi sur la gestion des crises, on sait à qui on s'adresse. Donc avec des messages clairs, concrets et qui vont servir à des prises de décision. Style, attention, cet aéroport-là, étant donné les formations qu'on a, il devrait être submergé. C'est plutôt, ça arrivera plutôt à la nuit. Voilà. On ne va pas donner l'heure exacte parce qu'on ne la connaît pas, mais on dira le moment de la journée, la matinée, l'après-midi, la nuit, etc. Donc ce sont des informations qui vont pouvoir servir aux autorités pour planifier des évacuations ou pas. Donc cet appui gestion de crise s'est plutôt très bien passé. En fait, on a été bien remercié par les ministères de l'Intérieur. Ils ont beaucoup travaillé avec nos données. Donc souvent, quand vous voyez à la télévision des gens qui ont assisté le Premier ministre ou autres et qui donnent des conférences, ils sont basés souvent sur les données du BRGM, sachant qu'on n'a pas été mandaté pour ça. C'est vraiment quelque chose qui s'est venu naturellement, c'est un concours de circonstances. Donc c'est quelque chose de très riche et c'est très motivant parce que concrètement, on voit que nos travaux peuvent servir à quelque chose. Concrètement, ça sert à évacuer des gens, et donc si on évacue des gens, c'est pour sauver des vies. Et voilà. Donc c'est très gratifiant, c'est fatigant et stressant, mais c'était très gratifiant. Et donc maintenant, on est en train de voir comment pérenniser ce cadre-là d'intervention, d'appui à la gestion de crise. Oui, en fait, c'est pour travailler dans les géosciences, en fait, il faut d'abord être motivé. Il faut motiver, il faut être curieux, ouvert et avoir le sentiment de servir à quelque chose. Donc, si on a ces éléments-là,
Ça peut être très gratifiant de travailler en géosciences, mais il faut ça. Si vous n'attendez pas à forcément avoir des salaires mirobolants, il ne faut pas venir ça. Il faut aussi avoir un esprit critique. Parce que ce qui est vrai un jour, ben, ça va tellement vite en ce moment qu'on se rend compte que ce n'est pas vrai dans 3 ou 4 mois. Il faut être très critique, il faut être très ouvert et très curieux. Et si vous avez ces qualités-là, et si vous décidez d'aller dans les géosciences, mais tout va bien se passer.